Bonjour les amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve donc pour ce nouveau podcast. Je suis en compagnie de Stéphane. Une heureuse et incroyable rencontre. Stéphane est chef cuisinier dans un restaurant dans la ville où je vis et eh bien nous avons discuté et à l'issue de cette discussion, j'ai dit mais c'est pas possible, il faut à tout prix que je t'enregistre pour un podcast parce que tu as un message incroyable à faire passer. Donc bonjour Stéphane, Bonjour. bienvenue et vraiment un grand merci pour avoir accueilli mon invitation à témoigner de ton expérience parce que effectivement tu m'as fait percevoir le travail en cuisine d'une manière différente et puis le développement que tu as pu avoir. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors déjà je suis ravi de participer à cette interview avec toi. J'ai découvert Yannick sur des vidéos dans une période où j'en avais besoin et qui m'a aidé dans mon évolution personnelle au travers de recherches et de discours. Et donc j'étais super content que Yannick découvre ma cuisine et mon restaurant par le biais du coup du hasard qui n'existe pas vraiment finalement. C'est clair. Donc moi je suis chef de cuisine du coup, mon parcours a été assez singulier pour aller dans un côté peut-être chronologique pour mieux comprendre d'où je suis parti pour savoir pourquoi j'ai cette réflexion-là aujourd'hui. Volontiers. Moi je suis un enfant du coup qui a grandi du coup avec deux parents alcooliques, donc on était à Marseille puis on a déménagé dans les Pyrénées. Donc issu d'une famille recomposée, on était quatre avec trois pères différents, donc c'était un peu une structure un peu délicate. Violence quotidienne quoi, donc de mes parents, donc violence quand même due à l'alcool et aux disputes quotidiennes donc de tout ça. Donc moi je suis un enfant qui grandit là-dedans, mais qui finalement, même s'il y a des coups, il y a quand même beaucoup de violence, est joyeux finalement. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. J'ai été toujours optimiste en fait. Et j'étais un gamin qui a eu la chance d'ailleurs de ne pas grandir à Marseille, mais dans les Pyrénées, donc dehors, dans la nature. Donc qui était un gamin pour fuir mon environnement, aller toujours dans la forêt, dehors. Et là, il est né ma passion pour la nature et les choses simples et la beauté de ce monde, quoi. Et donc, on passe cette jeunesse, parce qu'il n'y a pas besoin de trop s'attarder là-dessus, c'est de la violence, quoi. Et à 15 ans, je décide de partir de chez moi. Alors à la base, je voulais être sociologue. Mais la vie faisant que mes parents ne pouvaient absolument rien faire, il fallait que je parte de chez moi. Donc j'ai fait, mon grand frère était cuisinier, je rentre dans sa cuisine, je vois un milieu très violent. Et bizarrement, c'est ça qui m'attire. J'ouvre la porte, je vois des gens qui crient, je vois des gens qui... Ça s'agite, je me dis, tiens, je veux faire ça, moi, tiens, aussi. Et en plus, ça me sort de chez moi, parce que je fais un CAP, et ça me permet de... donc, immense libération à 15 ans. Même si j'habitais dans une vieille chambre d'hôtel que le mec ne louait plus tellement il était pourri. Donc je suis vraiment parti de chez moi, quoi. 15 ans, je suis parti avec mon sac à dos, ma mobilette, ma 103. J'ai tracé et je me suis débrouillé tout seul. Donc à cette époque-là, j'avais quand même des éducateurs parce que je m'étais tapé avec mon père. À 15 ans, forcément, on commence à grandir, faire du sport. Je faisais beaucoup de sport, donc j'ai commencé à me battre avec mon père. Et mon père a porté plainte contre moi à un moment donné parce que je l'avais frappé. Et je me retrouve quand même dans une situation où j'habite dans une chambre d'hôtel, j'ai des éducateurs, une assistante sociale au CFA où je suis. Situation un peu délicate. Mais j'aime la cuisine, quoi. J'aime la cuisine, je sens qu'il y a quelque chose qui me plaît, il y a une ambiance qui me plaît. J'ai des chefs qui deviennent comme des pères pour moi, quoi. Des éducateurs, des vrais éducateurs, quoi. Et ces mecs-là voient que je suis quand même un enfant vieux, enfin, un peu impulsif, quoi, qui a une situation délicate, quoi. Et me prennent sous l'oreille et m'aident à retrouver une route, quoi, saine. Donc avec des règles d'horaire, de travail, de rigueur. Et ça me plaît. Ça me plaît énormément. Donc de fil en aiguille, je travaille dans des restaurants. J'arrive à 18 ans à me payer mon permis, ma voiture, par le travail, à force de travailler. Et je rencontre des super chefs dans des très bons restaurants, des chefs très durs. J'ai toujours eu sur mon chemin des chefs très durs, mais ils étaient à la hauteur de ce que j'étais, je pense. Oui. Donc forcément, à cette époque-là, je fais que ça, travailler. Et donc je mets complètement mon passé, ma violence, mes souffrances, les coups, tout ça, je le mets de côté.
je le mets complètement de côté, je l'occulte totalement et en fait ça ressort au travers de violences en cuisine, de violences verbales, de violences. Ce passé-là, on le cache jamais vraiment quoi. Il ressort. Je rentre chez moi, je travaille tellement que je pleure sans savoir pourquoi, je fume des joints pour calmer un peu tout ça. J'avais un esprit très vif mais que j'en avais peur en fait. Et j'aime l'art, mais je n'en fais pas. J'aime plein de choses, mais je me ferme juste dans le travail. Ce qui m'avait permis, en fait, finalement, ce qui m'a sauvé la vie, quelque part, qui m'avait sorti de ma condition. Donc, je me consacre qu'à ça. Sauf qu'un jour, j'ai 23 ans, je travaille dans un très bon restaurant. Alors là, euh, je gagne très très bien ma vie, comme jamais mes parents l'ont gagné. Je gagne 2 500 € par mois. Je suis second réputé dans un restaurant des provinces incroyable. Très très bonne situation, mais je suis pas heureux. Je suis pas heureux. J'ai un appartement génial, j'ai une copine géniale, j'ai ma voiture. Tout ça, je l'ai eu tout seul, mais je ne suis pas heureux. Et je sens que je travaille énormément, mais beaucoup trop, et qu'il y a autre chose, mais j'arrive pas à y aller. Et moi qui n'y crois pas, qui ne connais pas l'univers, ce qui est loi d'attraction, tout ça, je n'en ai aucune connaissance, je demande quand même, en regardant le ciel, qu'il m'arrive quelque chose. Pour arrêter, quelque chose qui me force à arrêter. 3 mois après, je prends feu dans le restaurant. Donc en fait, il y a une, je suis tellement fatigué que je m'évanouis sur le piano. Wow. Ça prend, j'avais un t-shirt pour la mise en place parce qu'il faisait chaud dans la cuisine. Mon t-shirt prend, je fais la torche humaine, du coup je suis tout seul dans la cuisine. Mon patron m'entend crier, viens, m'éteins. Donc là, à partir de là, on me transfère à Cavaillon, hôpital de Cavaillon, qui me soigne mal, je fais une septicémie, infection du sang, je suis transféré d'urgence à Marseille. Et ce qui est assez drôle, c'est que pendant ces moments-là, je n'ai pas peur. Je passe à côté de la mort, mais je n'ai pas peur de la mort. Alors que j'en ai eu peur après, par des angoisses créées par les souvenirs de ça. J'ai compris des choses sur les angoisses là-dessus. Mais à partir de là, du coup, plein d'émotions se révèlent en moi. Plein d'émotions que j'avais enfouies complètement, plein de souvenirs ressortent. Et là, je commence à découvrir la respiration. En premier temps, la méditation, des thérapeutes, des gens qui me disent des choses incroyables auxquelles je crois véritablement, des gens qui me disent tu es comme ça, tu es comme ça. Le mec ne me connaît pas, je me dis mais c'est fascinant quand même, le mec a tes informations, je ne sais pas comment il peut les avoir, mais en tout cas il les a quoi. Et elles sont justes. Pour un cartésien comme moi, de suite ça ouvre Tout à fait. Quelque chose d'assez sympa. Et à partir de là, donc, je retourne en cuisine, ce qui est quand même pour moi j'ai peur du feu. Donc cuisiner quand on a peur du feu. Sacré défi. Ouais. Il a fallu vachement prendre sur soi. Je retombe sur des chefs durs du coup, qui ne comprennent pas, qui se mettent pas à ma place. Donc du coup, qui me disent pourquoi t'as peur du feu, ça fait 12 ans que t'es cuisinier. Je leur explique que j'ai pris feu, mais bon, les mecs qui ne vont pas plus loin que ça, c'est leur rôle, c'est dur. Ils ont des équipes de 8 gars. Donc je continue à travailler dans mon coin, ma respiration, ma méditation, sans rien dire aux gens avec qui je travaille en cuisine, et je commence à avancer. Sauf que je deviens second du restaurant très rapidement. Et je crée un lien avec le chef avec qui j'étais très rapidement, et je me rends compte que j'apaise les gens. Je me rends compte que naturellement, dans mon timbre de voix, dans ma vision qui est différente des autres, j'ai toujours été un petit artiste, j'ai toujours une vision en décalage. Ben, je me rends compte que j'arrive à calmer une équipe. Mais pas comme je le faisais avant en criant, mais justement, plus je baisse le ton de ma voix, plus les gens se calment. Et vu que moi, quand je suis intéressé par quelque chose, en général, j'aime bien le faire profiter. Vu que je médite, quand il n'y a pas mon chef qui est en repos, je regarde les 8 gars qui ne sont pas du tout en méditation. Ça, c'est plutôt des mecs qui aiment à leur boîte. Je leur dis, on va respirer avant le service, les gars. Je leur parle pas de méditation, je suis avant le service. On se met tous ensemble. On fait des grandes respirations. On essaye pour voir si ça marche, si ça nous calme pendant le service, parce qu'on va faire un gros service. Et là, ça marche. Et donc là, les mecs m'ont dit, mais ça marche ton truc, du coup, c'est bien qu'on va le faire. Alors le chef, on ne le faisait pas quand même, le chef, c'était très drôle quand même. Et donc voilà commence le travail intérieur, que je trouve assez intéressant. Sauf qu'à ce moment-là, je perds en premier temps un oncle à moi, mon parrain, qui était quelqu'un de très important pour moi dans ma jeunesse, parce que c'était le seul soutien quand j'étais dans cette famille d'alcooliques, tout ça, qui m'apportait de la lumière, quelqu'un de très gentil. Donc je perds cette première personne. Quelques mois après, on m'appelle pour me dire que ma mère a une cirrhose du foie, donc qui n'est pas soignée, donc tu as l'alcool.
Donc je vais voir ma mère qui ne peut plus parler, qui est complètement jaune, gonflée, à l'hôpital, que j'ai pas vue depuis 6 ans en plus. Donc je sens que ma mère va partir, parce que c'est inévitable. En fait, les médecins me disent qu'il y a quelque chose, il y a une chance, mais moi quand je la vois, naturellement, je vois une personne qui est gonflée, jaune, les yeux, vraiment, je sens que c'est impossible qu'elle s'en sorte. Et donc là, je la regarde un mois avant son décès, dans le passé qu'on avait, je lui dis, maintenant je suis grand, tu as été la meilleure des mères, tu m'as appris le respect et le travail, c'est ce qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui, donc ne t'en veux pas pour tout le reste, pour les coups, pour... maintenant je suis grand, tu été un être humain avec tes faiblesses et tes failles, tu m'as appris les valeurs qui m'ont fait qu'aujourd'hui je suis cuisinier, je me débrouille, donc tu m'as appris des grandes valeurs, quoi. Et donc un mois après, on m'apprend que ma mère est décédée, où il a fallu prendre une décision d'arrêter d'ailleurs de débrancher, hein, donc avec ma sœur. Donc ça a été une période pour moi qui avait 24 ans. C'est jeune, hein, effectivement. C'était une décision, 24-25 ans, qui était très lourde, quoi, parce qu'on n'a pas les épaules pour ce genre de choses. Donc ceci se passe, donc là, le premier choc émotionnel où je commence à... Il faut travailler, continuer à travailler. Moi j'ai un chef qui me dit je m'en fous que t'as enterré ta mère ce matin, demain t'es en cuisine, t'as le sourire. Donc bon, déjà, moi j'ai fait, par fierté, j'ai fait ok, demain je serai là avec le sourire, mais finalement il m'a sauvé, parce que ça m'a permis d'aller travailler, ça m'a donné de la force quelque part. Un an après, je pars à Annecy faire du vélo, je suis un passionné de VTT. Je fais le tour du lac à vélo, et là mon père m'appelle pour me dire qu'il a un cancer du poumon et de la gorge. Donc c'est un an après, quoi. Moi je suis parti pour me remettre du décès, mon père m'apprend ça, quoi. Et donc là commence du coup le processus de maladie de mon père. Mon père, je pense que c'était un choc émotionnel suite au décès de ma mère, parce que ma mère meurt, donc sa femme, une semaine après, son frère meurt, donc mon oncle. Mais une semaine pile après. Je crois que le décès passait tellement dans mon esprit, tellement comme ça, que j'ai même pas fait attention. En fait. Tellement j'étais perturbé par le premier de ma mère que celui-là est passé complètement. Et donc voilà. Ensuite, donc là, mon père rentre dans une maladie, donc moi, j'essaie de le soutenir comme je peux, je le pardonne d'ailleurs, le passé qu'on a, j'essaie de le sortir de ça. Mais bon, mon père a toujours été dans la tristesse, donc dans une forme de tristesse. Alors, c'était quelqu'un de très gentil, qui m'a apporté énormément de simplicité de vie, d'aimer les gens. J'arrive à voir ça au travers de mon père, c'était quelqu'un de gentil. Profondément gentil, mais profondément torturé parce qu'il ne trouvait pas sa place. Je pense qu'il ne trouvait pas sa place dans ce monde-là, donc il buvait parce que c'était quelqu'un d'assez fragile, quoi. Et donc, à partir de là, bon, qu'on m'appelle à 11 avril, à 8h, mon petit frère, j'étais en cuisine pour me dire que mon père est décédé. Et donc là, ça a été... j'étais dans mon premier poste de chef, donc dans le restaurant où je travaille actuellement, c'était les premiers mois où je travaillais. Et donc là, il faut que je descende à la maison où j'ai grandi, où j'ai vécu des choses assez terribles, pour vider la maison. J'ai un petit frère qui a un handicap dû à l'alcoolisme de ma mère, donc il a fallu trouver assistante sociale pour gérer tout ça. Je passe une semaine quand même assez chargée émotionnellement, quoi. Et là, à partir de là, j'ai beaucoup de questionnements sur la vie, sur la mort, sur les ressentis que j'ai, parce que du coup, ça développe ma sensibilité à un point où ça me perturbe physiquement, mon corps change, j'ai plus les mêmes besoins, plus les mêmes envies. Et ça me pousse donc à regarder des vidéos avec des gens qui parlent, à lire des choses, à méditer plus, à me concentrer plus sur mon énergie, sur moi intérieur. Et en fait, je me rends compte que tout ça m'apporte une compréhension de la vie, quelque chose de... On ne peut pas changer les événements aussi dramatiques soient-ils, par contre on peut les transformer. Et c'est une transformation qui, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est mon bonheur à moi, c'est de revenir à l'essentiel de moi-même, de sentir le vent quand je médite, d'écouter la pluie, d'échanger avec les gens, même si je ne suis pas d'accord avec eux, de trouver même si on n'est pas d'accord, même si quelqu'un a des opinions complètement décalées avec nous, on peut trouver un axe de discussion, on peut parler dans la paix, rien n'est véritablement très grave en fait. Quand on a vécu, pour moi ce qui est grave c'est de ne plus jamais revoir mon père, parce que mon père a été mon père, donc ça c'est quelque chose qui est grave dans un sens, tout ce qui est acté, on ne peut rien changer. Une personne qu'on a en face de nous, on peut faire évoluer la situation, peu importe la situation, on peut avoir une discussion avec quelqu'un,
par le travail pour soi, on peut parler de manière calme, parler d'une autre manière, voir les choses différemment, et on a le choix. J'ai découvert qu'aujourd'hui j'avais le choix d'être triste ou heureux, d'être malheureux, de bien vivre ma vie ou de mal la vivre. Le choix, on l'a, et il est tellement immense que souvent j'ai remarqué que moi j'en avais peur de cette immensité. Et donc on n'y va pas trop parce qu'on nous dit pas on nous dit pas que le bonheur est là et qu'il est immense. On ne nous l'apprend pas véritablement dans sa grandeur, quoi. Et quand on la découvre tout seul en méditation, parce qu'on a des moments où on se sent dans une bulle tellement incroyable, et waouh, on s'arrête, hein, tu vois, c'est quoi c'est nouveau. Et puis finalement on se rend compte que c'est incroyable. C'est incroyable. La vie, et c'est un choix chaque matin. Moi je me lève le matin en me disant que cette journée-là me surprenne. Il peut y avoir des galères, c'est pas grave, hein. Dans sa globalité, qu'elle me surprenne. Je veux la vivre intensément, que ça soit dans le moment de joie ou le moment un peu plus délicat, parce qu'il y a des moments délicats. Moi, je suis chef de cuisine, je vais gérer des problèmes un peu tous les jours, mais finalement, aujourd'hui, ça marche assez bien, quoi. Il y a un problème. Le fournisseur m'appelle, j'ai pas ce produit. Eh ben, c'est pas grave, on en prendra un autre. C'est pas, il n'y a plus besoin de s'énerver, quoi. En fait, j'ai un commis qui arrive en retard. Ben ouais, ça m'est arrivé d'arriver en retard, donc j'ai pas de gueuler dessus. Enfin, je vais pas te gueuler dessus. Le seul truc que je te demande, c'est que tu me préviens et tu t'excuses en arrivant, mais c'est pas grave, quoi. Mais tu me préviens, c'est tout. Il n'y a rien de grave. Donc, à partir de là, il y a moins de blocage dans la vie. Moi, j'avais eu énormément de blocage. J'étais énervé tout le temps. J'étais énervé, donc ça mettait comme si on essayait de bloquer une roue avec des engrenages, et du coup, la journée, dans l'énergie, ça circule mal et on est toujours un peu tendu. Finalement, quand on met moins de blocage, la roue fluide tourne, et cela permet de se sentir mieux avec un peu tout, quoi. Euh, et tout marche mieux, c'est-à-dire que moi, mon patron, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais c'est pas grave. Il a le droit d'être stylé, de faire les choix qu'il a à faire, et j'ai le droit d'avoir les choix que j'ai, et à partir de là, si on a une discussion intelligente et posée, ça marche assez bien, euh, pour tout, en fait. Bien sûr. C'est vrai que tu relèves qu'effectivement, c'est aussi notre façon de regarder les choses qui va crisper cette roue, comme tu dis si bien. Est-ce que tu peux nous raconter de ce fait, bien comment se déroule pour toi, comment commence une journée en cuisine, comment elle se déroule, Oui. qu'est-ce qui se passe réellement dans cette cuisine? Parce qu'on aime bien savoir ce qui se passe en cuisine quand on est au restaurant. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que en tant que c'est mon premier poste de chef, donc ça fait 3 ans, j'expérimente une nouvelle méthode que tout ce que mes prédécesseurs m'ont enseigné, en fait. Il y avait une rigueur. Moi, quand j'arrivais en cuisine, il y avait un chef fort en gueule qui, à 8h30, criait déjà, quoi. Mettait la pression. Il n'y avait pas de musique, c'était tout le monde dans le silence, il y avait quatre, ça gueulait, le stress. Bon, moi, j'ai connu que ça. Et je commençais à être un peu comme ça, hein, quand j'étais second. Sauf qu'après tous ces événements-là, je me suis dit, est-ce que tu as envie d'être ce chef-là, quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode, moi qui aime expérimenter des choses, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode que celle-ci? Donc moi, ben, ma journée, déjà, elle commence par une méditation le matin. Euh, J'adore la musique, donc moi, je peux écouter beaucoup de musique, hein, du classique, du manouche, du rap, énormément, du rock, du punk. J'écoute, je suis passionné de ça. Donc elle commence par de la méditation, gong, méditation. Je savoure la marche pour aller au restaurant parce que au ciel, parce que c'est important d'en venir là, parce que pour moi une journée en cuisine commence par là. Déjà de se sentir bien, quoi, d'arriver dans le restaurant déjà apaisé, quoi. Et je commence par mettre un bâtonnet d'encens dans ma cuisine, de poser un peu l'énergie, quoi. Et de discuter avec alors j'ai un jeune commis, enfin un commis qui est passé second, qui a 18 ans, que j'ai eu à 15 ans, qui est pour moi un jeune incroyable et qui me suit et qui est vraiment un bon jeune. Et quand j'avais donc mon commis, j'avais un commis de 52 ans réunionnais martiniquais qui est vraiment super, Ruben, donc 50 ans que j'ai formé, qui était éducateur spécialisé pendant 30 ans. Et que du coup, je me suis mis à former parce qu'il voulait découvrir la cuisine. C'était très drôle parce que moi, j'ai eu besoin d'éducateur, donc la vie est très très drôle. Et ma plongeuse, Babette, qui a 62 ans, qui vit en Espagne, qui vient pour s'occuper de sa mère. Donc j'ai eu une équipe très particulière, qui était géniale en plus. Vraiment. Donc déjà, on se pose, quoi. On discute, quoi. On rigole un peu.
Déjà, on commence une journée déjà en se faisant des blagues. Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de mettre une ambiance comme ça dans la cuisine. Et après, moi, j'ai un processus musical. Dans ma cuisine, il y a de la musique tout le temps. On cuisine en musique. Donc, ils peuvent arriver le matin avec une musique plutôt méditation, pour que tout le monde se réveille un peu correctement, ça agresse un peu moins. Et après, on peut aller sur un jazz pour booster un peu la mise en place, pour réveiller un peu tout ça. Quand moi, je cuisine énormément de légumes, je suis assez réputé pour faire des plats végétariens. Quand les légumes arrivent, on prend le temps de les regarder, quoi. On prend le temps de les ranger. En fait, la cuisine, l'énergie de la cuisine, pour moi, c'est si on néglige un légume quand il arrive, je crois aux énergies et je pense que ça met une pression. Il n'y a rien qui se passe dans la passion. Alors que si on prend le temps de discuter avec le livreur, de discuter avec le fournisseur, de prendre le temps de bien ranger ses légumes dans une chambre froide qui soit mis en valeur, déjà la cuisine commence, quoi. À ce moment-là, la cuisine commence. Ensuite, j'essaye d'élever mon équipe. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que dans l'ego de tous mes chefs qu'il y avait, je ne voulais pas. Les chefs disent, moi, je suis le chef et donc tous fermez vos gueules. Un peu. Je parle un peu comme ça, mais Oui, c'est le discours. Moi, je me suis rendu compte au travers de mes expériences en tant que commis second, donc de l'autre côté. Hein, je me suis rendu compte que celui qui m'apprenait à être chef, c'était mon apprenti, c'était mon second, c'était mon plongeur. C'est eux qui m'apprennent à être chef, parce que je dois les gérer. Donc par conséquent c'est à moi de comprendre comment je dois les gérer, mais c'est eux qui m'apprennent tout ça. Donc il y a un respect mutuel, quoi. Et donc moi je fais la plonge. J'aide la plongeuse à faire la plonge, parce qu'elle m'aide à éplucher des légumes. Donc la juste chose, c'est que si tu m'aides, je t'aide. En fait, s'il y a quelqu'un qui est fatigué, celui qui est plus en forme va aider celui qui est plus fatigué, et ainsi de suite. Ce qui a fait que cette cuisine aujourd'hui avait une énergie très saine, dans le sens où personne parlait sur personne. De toute façon, moi j'ai une règle dans ma cuisine, c'est les histoires des uns et des autres, les fausses histoires des uns et des autres ne m'intéressent pas, vous n'en parlez pas. Ici on parle cuisine, on va sur des sujets intéressants, mais un tel a fait ça, un tel a fait les petits papotages comme ça ne m'intéressent pas, donc je n'en veux pas, ça ne crée pas une bonne énergie, ça ne crée pas une bonne ambiance, et c'est complètement stérile. Donc si on peut éviter, c'est mieux, quoi. Et puis les mecs se rendent assez vite compte que c'est vrai que c'est plus agréable de travailler en parlant. Le dernier reportage qu'on a vu de cuisine, le profil d'un tel, on fait un peu de philosophie, parce que des fois je mets des vidéos, j'ai mis des vidéos à toi. D'accord. Dans la cuisine, en fond, je mets des fonds comme ça, de Sadhguru par exemple, je sais pas si vous connaissez. Oui, Sadhguru français. Sadhguru, qui a des discours super. Donc je mets des choses comme ça philosophiques des fois aussi, où on écoute tous et puis après on se fait un débat, quoi. Il y a tout en cuisinant. On se fait un débat, oh, il a raison quand il dit ça, putain, ça m'intéresse, du coup moi j'ai vu ça. Et en fait la cuisine, dans ma cuisine en tout cas, ça fonctionne comme ça. Wow. Je veux qu'il y ait de la vie, quoi. Je veux que ça vive et que tout le monde ait sa place. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne dans une cuisine, ça ne marche pas comme ça. Moi j'aime pas trop cette hiérarchie où c'est moi qui parle et vous n'avez pas le droit de parler. C'est des êtres humains, s'ils passent 14 heures par jour avec moi et qu'ils n'ont pas le droit de parler, on n'en tire pas l'essentiel, le meilleur d'eux, quoi. Et puis ils viennent travailler avec la boule au ventre. J'ai connu ça, donc c'est pour ça. Ah ouais, qui est passé par... moi je veux que mon équipe, quand ils viennent avec un plaisir, quoi. Un plaisir de se dire on va partager un moment de cuisine, quoi. C'est extraordinaire ce que tu nous racontes, là, ton vécu. Je suis passionné par ça, moi. Et je suis en train de rêver que chaque chef cuisinier installe ça dans ses cuisines et puis même dans les autres travails. Tu nous as parlé effectivement d'apprécier cette marche que tu faisais pour aller à ton travail. Oui. Je trouve ça génial, la conscience. En fait, si on devait résumer, ça veut dire que plus tu as mis de la conscience dans ta vie, et bien plus tu as trouvé ce bonheur que tu n'arrivais pas à trouver, qui était là, en fait. Oui, complètement. Mais c'est même, et comme tu dis, dans tous les travaux, mais même pour l'être humain, je trouve que ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est la vie dans sa globalité. Revenir à l'essentiel c'est magique ce qu'on vit, quoi. C'est bien, moi j'aime avoir des rêves, avoir des projets, tout ça, mais si on est trop dans l'interprétation du projet, dans le rêve de la maison, on n'est plus dans la vie. Cette vie est complètement magique, quoi. On a la capacité de sentir, de ressentir, de discuter, de voir toutes ces couleurs, toutes ces odeurs,
d'avoir un esprit qui peut aller dans le passé, dans le futur. On est une machine merveilleusement sophistiquée, incroyable, sauf qu'on ne sait pas s'en servir, on ne s'apprend pas à s'en servir. Et plus on apprend à s'en servir, et plus on se rend compte que c'est une époque formidable. C'est ça. Tu dis on est une machine formidable, mais qui nous apprend que bien le bonheur se trouve dans la simplicité, dans les choses les plus simples. Ce qui n'empêche pas d'avoir des rêves, mais déjà d'apprécier pleinement ce que l'on vit, même comme tu l'as dit, s'il y a des tracas, s'il y a des problèmes, si tous les jours, je suppose, qu'en cuisine, tu es confronté à des défis, oui, voilà, oui, bien entendu, et avec l'impératif aussi de devoir satisfaire les clients qui viennent. Mais c'est marrant parce que quand on prend, moi j'ai pris la chose à l'envers, parce que les chefs se mettent la pression pour que justement les clients soient contents. Il y a tellement de pression, d'énergie aussi. On met des commis en pression, donc ils se coupent, donc ils ratent leur cuisson. Donc c'est un processus comme ça. On met la pression à un mec, le mec est stressé, donc il rate ses cuissons, donc il se fait engueuler, donc il recommence. Mais alors, il y a un processus. Et du coup, il y a des gens qui ne sont pas contents en salle, parce que les gens le sentent. Alors que si on arrive, on ne met pas la pression à un mec. Déjà, le mec se sent plus détendu. Donc, quand il va couper son oignon, il va être en pleine conscience. Et il va être heureux de le faire. Donc, déjà, il va moins rater sa recette. Et puis, quand il rate une recette, moi, j'ai entendu une phrase incroyable d'un alchimiste. Se planter, c'est repousser. Ben, moi, je leur sors ça, mais chef, j'ai raté ma pâte feuilletée. Ben, la prochaine fois, tu la rateras pas. Tu sais pourquoi? Alors, je vais t'expliquer pourquoi tu l'as raté. Tu n'as pas mis ton minuteur, tu n'as pas mis le four à la bonne température. Voilà, tu l'as raté pour ça. Donc la prochaine fois, il n'y a pas de raison que tu la rates. Donc à partir de là, il n'y a pas de pression. À partir de là, on cuisine avec le cœur. Et à partir de là, les gens le sentent. C'est prendre la chose à l'envers, en fait. Et puis, s'il y a une personne qui n'est pas contente, c'est pas grave. Je veux dire, moi, un client qui me dit j'ai trouvé ça trop assaisonné ou pas assez assaisonné. Très bien, monsieur, je rectifierai ça. Comme ça, je continuerai à évoluer. Je ne prends pas la critique. J'ai jamais pris la critique comme quelque chose d'accablant. La critique pour moi j'ai toujours trouvé ça génial pour avancer. Mais je ne prends pas toutes les critiques, je choisis les critiques. Une critique constructive. Voilà, tout à fait. Je pas une critique pour tout casser. Voilà. Ça, même pour rire, même après, tout nous apprend quelque chose. Moi, quand je tombe sur une personne qui est complètement horrible et violente, ou qui n'est vraiment pas en accord avec ce que je suis, je me dis merci, tu m'apprends ce que je n'ai pas envie d'être. Tout à fait. À partir de là, tout à fait. C'est un enseignement. Tout est enseignement. C'est ça. Imaginez donc, vous qui écoutez ce podcast, l'énergie qu'il peut y avoir dans la cuisine de Stéphane, en comparaison avec effectivement l'énergie d'un aliment où il y a de la violence dans la cuisine, où ça crie, etc. etc. Je vous laisse imaginer pourquoi, effectivement, quand je peux, je vais goûter à la cuisine de Stéphane, que j'ai découvert il y a très peu de temps, et j'ai tellement été conquis, et j'ai adoré sa façon d'être. C'est pas un discours, c'est vraiment sa façon d'être, que j'ai dit, il faut vraiment que tu viennes dans ce podcast où j'ai vraiment à cœur de partager l'expérience de personnes comme vous et moi qui ont des choses intéressantes à dire dans la notion de ce que la vie vient nous enseigner, combien on vient aussi l'apprécier. Alors je vous donne effectivement, vous allez me dire, mais il travaille où Stéphane? Alors je pense que j'ai le droit de donner le resto. Ouais. Hein, tu vas nous le dire. Alors moi je travaille dans la ville de Saint-Rémy-de-Provence, dans le département du 13, donc au restaurant qui s'appelle le Grand Café Riche, donc qui est un des plus vieux établissements de Saint-Rémy, qui a été restauré du coup par mon patron, et qui se trouve à côté de l'église collégiale. Donc voilà, je suis là depuis 3 ans. Et vous demandez Stéphane. Alors ne le dérangez pas trop parce qu'il a quand même un job à faire. On vous dit à tout bientôt. Merci Stéphane pour ce partage. Merci à vous, un immense merci.